Notre histoire prend place aux États-Unis, à Hawaï. Dana Laura est une jeune femme américaine de 27 ans. Elle est née le 28 mai 1995. Elle est la fille de Natalia Cepedes, de qui elle est très proche et qui est mère au foyer. Le nom de son père, quant à lui, n'est pas connu. J'ai pu lire que son père était saoudien, mais qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis plusieurs années. Dana évolue parmi ses 3 frères et sœurs. La jeune femme réside dans l'état de Virginie une bonne partie de sa vie. Dana a une passion pour le chant qu'elle pratique depuis qu'elle est jeune. La jeune femme décide d'ouvrir une chaîne YouTube en janvier 2017 sous le nom de Dana Alotaibi. Son contenu est plutôt axé sur de la musique dans un premier temps. Elle aime chanter et réaliser des clips. Ça se voyait qu'elle était très ambitieuse. Elle voulait vivre de sa passion et partager tout ça à tout le monde. Son premier clip, All I Wanna Do, est visionné à plus de 3 millions de reprises. On peut traduire le titre par « Tout ce que je veux faire ». La jeune vidéaste n'hésite pas à faire plusieurs lives au début de sa chaîne afin de discuter avec sa communauté. Elle ouvre par la suite un compte sur l'application TikTok dans le but d'étendre sa communauté. Progressivement, elle se diversifie dans son contenu. Dana partage par la suite des try-on de marques de vêtements, où elle essaie une sélection de vêtements. En gros, elle partageait son style vestimentaire à travers plein de vidéos YouTube. Mais ça ne s'arrêtait pas là. La jeune femme aimait aussi parler de son quotidien, partager sa vie, discuter autour d'un mukbang ou sur une session de maquillage. La jeune femme se marie en 2019 avec Bryant Tejada Castillo, un militaire âgé de 2 ans de plus qu'elle. Il fait partie du corps des Marines des États-Unis. Il est affecté au 3e rang Marine Littoral Regiment sur la base d'Hawaï. Le militaire est originaire du Bronx, à New York. Suite à l'affectation de Bryant, le couple a dû déménager vers Hawaï, à Canoe Bay. Dana partage d'ailleurs une vidéo sur sa chaîne YouTube afin d'en faire part à sa communauté. Au moment de notre récit, Dana et Bryant sont mariés depuis 3 ans. Le couple est en apparence heureux. Il apparaît sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, dans de diverses occasions où ils sont souriants et amoureux. Ici, on pourrait croire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Restez bien jusqu'à la fin parce que tout ce qu'on va voir sera de plus en plus choquant. Compte tenu de son engagement militaire, Bryant n'est pas toujours présent avec sa femme. Il lui arrive d'effectuer des missions en dehors de la base, d'être déployé à l'étranger pour plusieurs mois. L'homme est d'ailleurs envoyé à Okinawa, au Japon, vers la fin d'année 2021. Il doit rentrer à Hawaï pour le mois de juin 2022. Le 20 juillet 2022, sur les coups de 18h15, une dispute intervient entre un couple alors qu'il se trouve sur une aire d'autoroute. L'homme poignarde à plusieurs reprises la femme, présente à son niveau. Des automobilistes remarquent la scène qui est en train de se dérouler et s'arrêtent. Ils s'interposent, empêchant l'homme armé de poursuivre sa tâche, tandis que d'autres tentent de porter assistance à la jeune femme blessée. Ils remarquent qu'elle a essuyé des coups terriblement violents. Et concernant l'agresseur, il s'enfuit vers une zone boisée. La police, qui a été prévenue entre-temps, débarque sur les lieux et intercepte le fuyard. L'homme se poignarde lui-même avant d'être arrêté par les agents sur place. Il est conduit directement à l'hôpital où il est soigné. Ses blessures sont superficielles, donc il va s'en sortir. La jeune femme est conduite elle aussi à l'hôpital Castle Adventist. Son décès est déclaré en début de soirée à 20h31. Elle est identifiée comme étant Dana Alotaibi. Et l'homme qui s'en est pris à elle n'est autre que son mari, Bryant Tejada Castillo. Il est temps pour la police de procéder à une enquête pour découvrir la vérité. Ils doivent absolument savoir qui a fait quoi et quand. Un témoin s'étant interposé dans l'attaque assure un peu plus tard au Hawaii News qu'il n'avait pas vu tout de suite que Dana avait été poignardée. Ce n'est qu'après avoir écarté Bryant Tejada Castillo de sa victime avec un autre homme qu'il verra la gravité de l'état de la jeune femme. J'ai couru là-bas et je lui ai dit de la laisser partir. J'ai vu ensuite le sang partout sur elle. Elle était pleine de sang. Le lieutenant de la police d'Honolulu, Dina Thomas, tient une conférence de presse dès le 21 juillet, le lendemain des faits. L'officier relate les faits ayant eu lieu cette journée du 20 juillet. Un homme s'est mis à poignarder sa conjointe. Elle raconte que c'est suite à l'intervention de certaines personnes que Bryant Tejada Castillo a cessé d'attaquer la jeune femme. Cela n'a pas permis de sauver Dana Alotaibi, mais elle tient à saluer le courage de ses citoyens. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier le public de son aide et de sa volonté d'intervenir au fur et à mesure que la situation évoluait. Leurs efforts ont contribué à l'arrestation du suspect. L'officier Thomas révèle que l'affaire ne s'arrête pas là. Même si Bryant sera jugé pour ce qu'il a fait, il y a d'autres découvertes. Des situations de violence domestique ont été signalées, mais rien n'a été remonté à la police. L'unité de violence domestique du HPD et le bureau du procureur
travaillent conjointement à recueillir tous les éléments nécessaires à l'établissement des futures charges contre Bryant Tejada Castillo. Les plaintes faites auprès de la hiérarchie de Bryant ainsi que les éléments vidéo de Dana sont pris en compte. Il y a malheureusement beaucoup à faire. Quelques amis de la victime savaient ce qu'elle vivait. Dana leur avait parlé qu'elle avait remonté les violences de Bryant à sa hiérarchie. Elle leur avait dit à quel point que tout ça ne servait à rien, que ça ne menait à rien. Il avait été déconseillé aux Marines de rentrer en contact avec son épouse, sans imposer une véritable sanction. Dana s'était également confiée à plusieurs reprises à sa mère, sur des abus subis de la part de son mari. Elle avait joint des photos à certains messages. Pire encore, elle avait posté une vidéo le 1er janvier 2022 où elle parlait de tout ce qu'elle avait vécu. La vidéo en question est d'une tristesse sans nom. Dana témoigne pendant une vingtaine de minutes sur sa situation. Je vous mets juste un petit extrait que vous puissiez voir à quel point elle était en détresse. Like, he cheats on me and that's like my breaking point. Like, I can't be with him after he's cheated on me. But I'm just getting haunted by all these memories of him putting his hands on me. Mesquina, quand tu vois ça, ça fait vraiment de la peine. Tout ce qu'elle va dire, la description envers son mari, ça fait vraiment de la peine. Quand tu entends tout ça, c'est là que tu te demandes où est la justice, putain. Je vais essayer de vous retracer tout ce que la jeune femme a vécu avant de faire cette vidéo où elle demande de l'aide. Pour les âmes sensibles, je préfère vous prévenir que certains éléments sont plutôt choquants, même s'ils ne sont pas graphiques à proprement parler. Les propos sont ceux de Dana Alotaibi elle-même. Vous pouvez les retrouver en description de sa vidéo. Je vais faire mon maximum pour retranscrire les propos comme ils l'ont été faits. Il s'agit d'un témoignage important d'une femme qui a subi des violences, et je refuse de déformer ces mots. Je vais d'ailleurs essayer de ne pas faire de commentaires personnels durant toute la durée de ce témoignage. Parce que vous le savez, vous me connaissez, je risque de m'énerver. Enfin bref, focus sur ce qu'elle a pu vivre. Bryant Tejada Castillo a récemment été envoyé au Japon dans le cadre de son travail. Il est courant dans une carrière militaire de devoir se déplacer à plus ou moins long terme dans un pays étranger pour des missions. Dana découvre que 3 jours après son départ, le jeune homme a téléchargé l'application Tinder, prenant l'option Premium. Cette fonctionnalité permet de voir à qui la personne plaît, au lieu de se fier à l'algorithme de l'application de rencontre. Dana confronte son mari suite à cette terrible découverte. L'homme est toujours au Japon à ce moment précis. La jeune femme est brisée. Et tu m'étonnes. Et c'est là qu'elle pense à se faire du mal. Elle dit à Bryant qu'elle veut rentrer auprès de sa famille quelque temps et lui demande de lui acheter un billet d'avion. Le militaire refuse, ce qui attriste encore plus son épouse. Dana décide alors d'acheter un billet avec l'argent de Bryant, mais celui-ci le découvre. Le militaire retire sa femme de son compte en banque et coupe ses vivres. Dana parle des projets que le couple avait eus pour leur avenir ensemble. Ils avaient le désir de s'acheter une maison lors de son retour du Japon, prévu pour juin 2022. Des agents immobiliers avaient été démarchés dans ce sens. Donc ce n'était pas un projet mis sur la table comme ça. L'idée d'avoir un enfant a peut-être motivé cette envie chez le couple. Mais Bryant, lui, n'oublie pas ce que sa femme a fait. Il devient menaçant envers son épouse pour cette histoire d'argent. Dana doit absolument trouver le moyen de le rembourser. Sinon, il engagera quelqu'un pour la tuer. Il n'aura qu'à transmettre son adresse, là où elle se situe, et ce sera terminé pour elle. Comme vous le voyez, il était très menaçant et se montrait très oppressant envers elle. La jeune femme assure disposer d'une preuve vidéo de cette déclaration, de toutes ces menaces qui pèsent sur elle. Dana ne se sent plus en sécurité, que ce soit à son domicile ou au sein de la base des Marines d'Hawaï. Elle pense de plus en plus à mettre fin à ses jours. Elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour sortir de cette situation. Elle était désespérée. Après réflexion, la jeune femme prend une décision difficile et se rapproche de la police de la base, le CID et le NCIS. 2 organismes fédéraux récupèrent les preuves de Dana, les enregistrements des conversations qu'elle a eues avec son mari. Aucune enquête ne sera ouverte. Autant vous dire que les militaires n'en avaient rien à foutre. Et pourtant, Bryant a dit dans un enregistrement toutes les choses suivantes. « Je m'en soucie pas. J'espère que tu te feras tuer et que je me rendrai en cellule. » Alors tu as cette information entre les mains et tu ne fais rien. C'est là qu'on voit à quel point l'armée peut être corrompue. C'est des gens qui se protègent entre eux, tout simplement. T'as beau te plaindre et chercher de l'aide, rien ne sera fait, malheureusement. Dana fait une rétrospective de son mariage. Elle révèle que son mari a été violent physiquement à plusieurs reprises. La jeune femme a été frappée, étranglée, assommée. Elle a connu plusieurs épisodes d'inconscience, frappée à coups de pied dans la colonne vertébrale alors qu'elle se trouvait au sol. Bryant agissait ainsi dans le but que la jeune femme demande une assistance médicale.
Cela me hante, tous les incidents où il m'a frappé et m'a fait des choses horribles. Même quand j'ai demandé de l'aide, rien n'a été fait et je me demande ce que je peux faire. Pourquoi il est si intouchable? Elle était terrifiée, Mesquina. Elle était dans la pire des situations, pris au piège. Alors Dana n'a pas signalé chaque violence, mais elle a tout de même fait remonter 14 incidents à la police militaire. Les punitions que Bryant a reçues de la part de la hiérarchie, c'était juste de rester au camp militaire. C'est tout. Tu parles d'une punition, c'était rien du tout. Il méritait bien plus pour qu'il comprenne que ce n'était pas normal, que son comportement n'était pas normal. Dana pense que chaque signalement d'incident est le moyen pour Bryant de réfléchir à ses actes et de changer. La jeune femme pense même que le militaire aura un déclic et cessera toute violence. L'homme aime énormément son travail et elle suppose que l'implication de sa hiérarchie dans ces histoires de couple le ferait arrêter. 2 violences sont intervenues face à des témoins directs. Bryant l'a frappé alors que le couple était en présence d'un ami militaire. Une autre fois, les voisins de Dana et Bryant ont appelé la police militaire. L'homme avait attrapé son épouse alors qu'elle se trouvait au niveau de la route et il l'a traînée de force à l'intérieur de la maison. Un proche de la jeune femme était présent et a témoigné de la situation auprès des officiers. Suite à ça, Bryant n'a pas eu une punition différente par rapport à d'habitude. Il a été contraint de rester à la base quelques jours avant de finalement rentrer au domicile du couple. La vidéo a été visionnée à presque 300 000 reprises. Dana y apparaît en larmes, elle est dévastée. Elle a pris le temps de faire un chapitre de chaque partie de la vidéo afin que les internautes comprennent l'objet de ses propos. Elle invite d'ailleurs à lire le descriptif avant de lancer la vidéo. Si elle reçoit des messages de sympathie et des témoignages similaires à ce qu'elle a vécu, tous les internautes ne sont pas aussi compatissants. Les détracteurs n'hésitent pas à lui dire qu'elle n'a pas à se plaindre des infidélités de son mari, compte tenu du comportement qu'elle peut avoir en ligne. C'est limite s'ils ne sont pas en train de dire que c'est de sa faute si elle a subi des violences. Et les gens d'internet parfois, waouh, il y en a certains, mais vous méritez des bonnes petites claques. Hein. Je veux pas paraître violent, mais je vous jure, parfois il y a des commentaires tellement sombres, tu te dis, mais c'est réel? Ce mec qui est derrière son ordinateur à mettre ce message, est-ce que c'est réel, sérieux? C'est là que tu vois qu'Internet n'a pas de limite et que certains se croient tout permis. Enfin bref. Dana a posté plusieurs autres vidéos suite à celle-ci, où elle fait des updates de sa situation. Une vidéo est même intitulée « Pour mon mari », avec des points de suspension avant le mot « mari ». Dana réitère ses propos sur son compte TikTok. La jeune femme souhaite vivre sa vie et entame des rendez-vous avec de nouvelles connaissances sans se cacher. Bryant assure à Dana quelle est la cause de la destruction de leur mariage. Pour lui, ces vidéos sont trop exagérées. Je fais une petite pause ici parce qu'on a besoin de discuter. On parle d'une femme militaire qui vit sur une base et qui est clairement battue par son mari. Il y a eu au moins 2 fois des témoins des agissements de Bryant, mais personne n'a rien fait. Et concernant sa punition répétée, on en parle, il devait juste retourner à la base avec ses collègues et c'est tout. Personne n'a protégé Dana et ça, c'est juste inimaginable en fait. Elle aurait pu mourir à plusieurs reprises au sein même d'une base militaire car personne ne faisait rien pour lui venir en aide. Je suppose que Bryant était suffisamment bien perçu par la hiérarchie de la base pour ne pas être poursuivi dans un cadre judiciaire. L'homme aurait dû être condamné à la prison dès les premières violences. Dana a eu la force de remonter 14 fois des faits de violence, mais c'est à peine si on l'a cru. D'ailleurs, j'en vois certains dans les commentaires me dire pourquoi elle n'est pas partie. Dana était certainement sous emprise psychologique, mais également en dépendance financière. Si elle a demandé à son mari de lui acheter un billet, ce n'est pas pour rien. Je n'ai pas su trouver si elle avait un travail ou non. Peut-être que Bryant l'en empêchait, se disant qu'il était plus simple qu'elle reste à la maison. Sa vie sociale était quasi inexistante. La dernière vidéo YouTube de Dana a été postée le 14 juillet, soit une semaine avant sa mort. La jeune femme répond aux critiques qui lui ont été faites depuis qu'elle a partagé les aspects intimes de sa vie. Si elle n'a pas quitté son mari plus tôt, c'est parce qu'elle souhaitait passer par le processus militaire de libération des personnes à charge. Elle y donne de nouvelles informations. Un rendez-vous a été fixé au tribunal d'Hawaï le 31 août, où Bryant et elle doivent se présenter. Natalia Cepedes, la mère de la victime, s'exprime dans la presse. Celle-ci aurait conseillé à sa fille de dénoncer son mari auprès de sa hiérarchie. Elle m'a envoyé une photo avec toutes ses ecchymoses sur son corps. Voilà ce que va dire sa mère. Elle avait tout vu, tout ce qu'elle avait subi. Elle était totalement consciente du danger qu'elle pouvait subir. D'ailleurs, la jeune femme avait obtenu une ordonnance de non-communication. La mère de Dana est déçue que sa fille n'ait pas pu bénéficier d'une mesure de protection plus importante. Elle estime que sa fille a été considérée comme une folle et n'a pas été correctement entendue.
et ce malgré les nombreuses plaintes ainsi que les témoins. Bryant n'avait pas l'autorisation de rentrer en contact avec son épouse, mais ce n'était que sur de courtes périodes. Le militaire finissait toujours par rentrer au domicile conjugal, jusqu'à ce que de nouveaux épisodes de violence aient lieu. Elle révèle que la jeune femme était enceinte de 3 mois environ au moment de sa mort. Elle était excitée à l'idée de devenir maman. Dana avait fait part à sa mère de son intention de rentrer dans l'État de Virginie et d'y élever son enfant. Sa mère lui avait dit qu'elle l'aiderait. Elles avaient toutes les deux commencé à préparer des choses pour l'arrivée du bébé. La mère de la jeune femme se rend à Hawaï le 23 juillet afin de rencontrer la police d'Honolulu. Elle s'informe de l'enquête en cours et souhaite obtenir des réponses de la part des militaires. Elle voulait tout savoir sur le traitement que sa fille a subi pendant son séjour à la base. Elle entame les procédures afin de faire rapatrier le corps de Dana. Maria a précédemment ouvert une campagne GoFundMe. Cette cagnotte a pour but de récolter suffisamment d'argent pour rapatrier le corps de Dana d'Hawaï jusqu'en Virginie. La somme doit également permettre de payer les funérailles de la jeune femme. À ce jour, la campagne a permis de récolter un peu plus de 12 000 $. La base des Marines d'Hawaï s'exprime concernant cette affaire. Elle fait un communiqué après avoir déclaré avoir connaissance de ce qui se passait au sein du couple. Le 3e Marine Littoral Regiment et la base des Marines d'Hawaï continueront de coopérer pleinement avec les responsables de l'application des lois, et ce au fur et à mesure que les détails entourant cet incident se dévoileront. Le corps des Marines présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis des personnes impliquées. Je trouve que c'est un peu facile ici de la part des Marines. Ça semble tellement pas sincère en fait, leurs condoléances. Je vous rappelle que Dana a fait part non pas une, non pas deux, mais 14 fois de ce qu'elle vivait de la part de son mari. Dana avait posté une vidéo sur YouTube en janvier 2022, soit 7 mois avant de mourir. Tout le monde pouvait la voir, mais personne n'a rien fait pour la sortir de tout ça. Les enquêteurs découvrent qu'une demande de divorce a été déposée par Bryant en novembre 2021. La procédure est allée à son terme en juin 2022. Au moment des faits, Dana Alotaibi et Bryant Tejada sont divorcés depuis 1 mois environ. Dana avait depuis débuté une relation amoureuse avec un autre homme, dont le nom demeure un mystère. C'était certainement le père de son enfant. La jeune femme était enceinte depuis plusieurs semaines. Et ici, franchement, je la comprends. Après plusieurs années de mariage abusif, elle avait le droit de connaître l'amour. Pour moi, c'était normal pour elle qu'elle passe à autre chose. Et heureusement, j'ai envie de dire. Bryant Tejada Castillo plaide non coupable des accusations de meurtre sur Dana Alotaibi lors de son procès. Il est accusé de meurtre au 2e degré, soit meurtre sans préméditation. Une caution d'1 million de $ est fixée. Il est pendant un temps envisagé que Bryant soit jugé par une cour de justice militaire, plutôt que par un tribunal ordinaire, si je peux dire ainsi. Je dois vous dire que quand je suis tombé pour la première fois sur ces éléments, sur ces articles, j'ai pas tout saisi. Je vais brièvement vous en parler sans trop m'étendre, car j'ai pas envie de vous perdre. L'avocat Kevin O'Grady, auparavant procureur militaire, déclare que le meurtre seul n'est pas admissible à la peine capitale dans le système militaire. Il est nécessaire pour l'accusation de prouver 2 facteurs aggravants, comme un enlèvement ou un vol qualifié par exemple. La grossesse de Dana n'est pas considérée comme un facteur aggravant pour la justice militaire, s'agissant plutôt d'une accusation à part entière. L'armée ayant son propre système judiciaire, elle peut permettre de sanctionner différemment par rapport au système judiciaire d'État. L'accusé pourrait se retrouver libéré de son engagement auprès de l'armée pour déshonneur. L'homme n'a alors plus la possibilité de trouver un emploi dans l'administration militaire par la suite, et même de travailler dans un domaine nécessitant une habilitation de sécurité. Natalia Cepedes, la maman de Dana, a de sérieux doutes que l'affaire soit en partie jugée par un tribunal militaire. Et ça, c'est plutôt problématique, parce qu'on commence à les connaître. Des gens corrompus qui se protègent entre eux. On a pu le voir sur certaines affaires, déjà que la justice classique, c'est vraiment moyen. Alors la justice militaire, n'en parlons pas. La mère de la victime n'est pas certaine que le meurtrier de sa fille encourra la peine de mort. La communauté des femmes militaires a été touchée par la situation de Dana Alotaibi. La jeune femme faisait partie des leurs et elle n'a pas été entendue par les autorités militaires au sujet des violences vécues. Elle salue le courage dont elle a fait preuve, affrontant à plusieurs reprises la police militaire pour témoigner de son quotidien de femme battue. Ici, je comprends pas comment Dana et Bryant se sont retrouvés sur la même aire d'autoroute. Le militaire venait de rentrer d'une mission de plusieurs mois au Japon, mais ils étaient désormais divorcés. Je vais faire des suppositions ici.
formuler des hypothèses à voix haute. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou non. Ils s'étaient peut-être retrouvés dans le but de régler leurs différends, notamment cette histoire de billets d'avion que Dana avait acheté avec l'argent de Bryant. Malheureusement, cette rencontre s'est transformée en dispute. Est-ce que Dana a dit quelque chose qui a énervé Bryant? Est-ce que Bryant était déjà énervé à l'avance? C'est toutes ces questions qu'on peut se poser. Son ex-femme venait tout juste de débuter une relation amoureuse avec un autre homme, ce qu'il n'a peut-être pas supporté. Du temps de leur mariage, le Marine avait l'air relativement possessif. Voir Dana avec quelqu'un d'autre l'a fait certainement péter les plombs. Mais entre nous, il avait quand même un couteau sur lui, donc ça se voyait qu'il voulait en arriver là. Pour moi, il avait l'intention de lui faire du mal. À moins que son couteau fasse partie de son uniforme militaire, pour moi, il avait manigancé un terrible plan. À ce jour, Bryant Tejada Castillo est toujours en détention. Et pour le moment, on n'a aucune date de procès pour statuer une peine d'emprisonnement. La justice américaine semble prendre le temps de traiter toutes les informations. Ils prennent en compte toutes les violences domestiques que Dana a subies tout au long de son mariage. La perte de cette femme est un véritable choc pour sa famille. Jamais ils n'oublieront ce qu'elle a vécu. Ils espèrent tous que justice soit faite. Notre histoire prend place au Pakistan, dans la ville de Lahore. C'est la deuxième ville la plus importante du pays après Karachi. Elle comptabilise un peu plus de 11 millions d'habitants. Lahore se trouve dans le nord-est du Pakistan, juste au niveau de la frontière avec l'Inde. Mahira Zulfikar est une jeune femme britannique d'origine pakistanaise. J'ai pu lire dans des articles qu'elle avait également la nationalité belge. Elle réside une bonne partie de sa vie dans la ville de Feltham, au Royaume-Uni. Elle est la fille de Tabassum et Mohammad Zulfikar. Ses parents tiennent un stand au marché de la ville, dans la partie ouest de Londres. Elle a 3 frères, dont Faizan et Moïse Mohammad. Elle réside dans l'est de Londres, où elle suit des études à l'université. Mahira est très cultivée et brillante dans ce qu'elle entreprend. Elle parle 5 langues et elle excelle dans ses études. 5 langues, et moi je trouve ça énorme. Moi, perso, je pense que j'en parle que 3. Anglais, français et arabe. Et vous ? Dites-moi combien de langues vous parlez, vous. Je suis assez curieux et je trouve ça toujours fascinant, les gens qui sont bilingues. Je vous promets, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Les gens qui ont une facilité à apprendre plusieurs langues. Donc franchement, je trouve ça beau. 5 langues, c'est magnifique. Avant d'entrer à l'université de West London, elle a obtenu une licence en droit à l'université de Middlesex. Mahira a eu l'occasion d'étudier pendant une petite période à Dubaï. Elle a également travaillé dans le domaine juridique chez Duck & Blackett Law. Après avoir obtenu son diplôme de droit, elle décroche une place dans un programme de mentorat juridique avec un cabinet d'avocats à Reading. Au moment de notre histoire, la jeune femme est alors âgée de 24 ans. Mais malheureusement pour elle, ses plans de carrière vont prendre une nouvelle tournure. Son programme de mentorat juridique est en quelque sorte suspendu. La jeune femme se rend alors au Pakistan en mars 2021 pour le mariage d'un cousin en compagnie de sa mère. Si les Zulfikar ont de la famille sur place, elle ne loge apparemment pas chez des proches. Mahira séjourne avec une amie, prénommée Ikra, dans la partie supérieure d'une petite maison. Ils étaient situés dans l'un des quartiers les plus chers de Lahore. Le quartier se nomme Défense, en raison de la présence de nombreux officiers de l'armée à la retraite. On peut également y retrouver des politiciens et des bureaucrates. La mère de Mahira est restée le temps du mariage, puis est rentrée au Royaume-Uni avant que le Pakistan ne figure sur la liste rouge des voyages en raison de la pandémie mondiale. Mahira, quant à elle, n'a pas voulu rentrer tout de suite. Elle ne voulait pas se retrouver en quarantaine pendant 10 jours suite à son retour. Elle souhaitait attendre que le Pakistan ne soit plus dans cette fameuse liste rouge. Mahira souhaite profiter de ce séjour au Pakistan. Elle va plus loin en décidant de le prolonger suite au départ de sa mère. La jeune femme n'a plus d'obligations professionnelles pour le moment. Son programme de mentorat n'est pas renouvelé pour une nouvelle date. Mahira profite de ses vacances pour faire la fête, notamment avec les enfants de haute sphère de la ville. Elle côtoie des personnes qu'elle n'a pas spécialement l'habitude de côtoyer. Jusqu'au jour où malheureusement, quelque chose de très sombre va se produire. Le 3 mai 2021, la jeune femme est retrouvée décédée dans sa résidence de Lahore par la femme de ménage qui s'occupait des lieux. J'ai même pu lire que c'est son oncle qui a fait la macabre découverte, suite à un appel du père de Mahira. Il devait être très inquiet pour elle. Le corps de la malheureuse baigne dans une mare de sang. La scène était effroyable. Son portable se trouve non loin d'elle, comme si Mahira avait tenté d'appeler les secours. Une enquête débute afin de comprendre ce qui s'est passé. La scène de crime est bouclée, dans le but de récolter des preuves. Le rapport d'examen dévoile que Mahira a subi 2 blessures par balle.
une dans le cou et l'autre dans le bras. Elle a plusieurs hématomes sur la main droite et le pied gauche. Mayra a été violentée par son agresseur, subissant même un étranglement. La victime a été attaquée très tôt dans la matinée et elle s'est vidée de son sang dans son logement afin de pouvoir être secourue. L'ami de Mayra est approché afin de comprendre ce qui a pu se passer. La femme dormait dans une des chambres du logement et elle ne se trouvait pas sur place le matin de la tragédie. Elle collabore avec les enquêteurs dans le but de savoir qui a tué son ami. La vidéosurveillance de la résidence est examinée. Le portable de la victime est également récupéré pour analyse. Le Pakistan commence à s'intéresser à cette affaire et la presse sort les premiers articles. Ici, tout le monde se demande qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre jeune femme. Des voisins de la résidence où elle logeait ont constaté plusieurs scènes inquiétantes. Mayra a été menacée au couteau par plusieurs hommes dans la rue. Une autre fois, elle serait revenue en larmes après qu'une voiture l'ait déposée. Elle serait rentrée d'une manière très précipitée. Et comme dernier exemple, on a la fois où elle a été entraînée de force dans une voiture. Est-ce qu'ici ce ne serait pas l'épisode qu'elle avait déjà raconté à la police? Elle se sentait déjà menacée et elle a déjà essayé de prévenir la police. Mais eux n'ont rien fait pour l'aider. Par le biais des témoignages récoltés, on apprend que Mayra était de sortie la veille au soir. La jeune femme est revenue dans sa résidence dans les environs de 23 heures. Elle a été déposée par une voiture qui est partie dès qu'elle est entrée dans le bâtiment. Le meurtrier a donc attendu son retour pour s'en prendre à elle. Il se trouvait peut-être déjà dans l'appartement, profitant de son absence. Suite à la mort de leur fille, les parents de Mayra prennent l'avion de Londres jusqu'à Lahore. Conformément à la loi islamique, les funérailles doivent intervenir dans les 24 heures suivant le décès. De nombreuses personnes assistent à la cérémonie funéraire de la jeune femme. Un service commémoratif a été organisé en parallèle dans une mosquée de Hounslow, dans la partie ouest de Londres. Les frères de Mayra n'ont pas pu accompagner leurs parents pour assister à la cérémonie au Royaume-Uni. Le père de la victime lance un appel au Premier ministre du pays, Imran Khan, afin que justice soit rendue à sa fille. Le frère de Mayra, Moïse Mohammad, s'exprime également. « C'est un cauchemar que nous traversons. Et je ne peux toujours pas croire qu'elle ne soit pas avec nous. Elle était toujours intentionnée et désireuse de défendre les pauvres. Tout ce que nous voulons, c'est la justice. » On apprend que Mayra s'est présentée à la police pour faire une déclaration 4 jours après un incident. Le document rédigé en ourdou a pu être traduit en anglais par le média de presse Daily Mail. La jeune femme a révélé que le 17 avril, un homme qu'elle connaît est venu là où elle réside. L'homme est venu à 4h30 du matin et l'a menacée avec une arme. Mayra n'a pas eu d'autre choix que de le suivre. Et tu m'étonnes, la pauvre. T'as un homme qui vient chez toi avec un couteau, qu'est-ce que tu veux faire? T'es là, devant lui, impuissante, et tu sais pas ce qu'il va faire. L'individu l'a enlevée et conduite dans un autre quartier. Alors qu'il se trouvait sur la route, l'homme a tenté de l'agresser sexuellement. Mayra est parvenue à le repousser et à s'enfuir du véhicule. Elle a appelé le 15, le numéro d'assistance de la police, avec son téléphone. L'homme l'a rejoint rapidement et lui a pris son portable. Mayra a alors crié dans le but d'alerter les passants. Ce jour-là, l'homme en question a eu peur. Il est retourné à sa voiture et avant de s'en aller, il a menacé la jeune femme de la tuer. Mayra est directement rentrée à sa résidence en taxi. Elle a assuré que l'homme était déjà venu plusieurs fois au niveau de son bâtiment. Il avait déjà tenté d'entrer avec une arme à feu. Mayra révèle qu'elle était tétanisée à l'idée de revoir cet homme. La jeune femme demande au policier de faire quelque chose pour elle car elle craint véritablement pour sa vie. Et c'est là que je vais m'énerver parce que c'est vraiment terrible cette affaire. T'as une jeune femme qui est menacée par un fou furieux et vous ne l'aidez pas. T'as la police qui est là en train de siroter son café et qui n'en a rien à faire. C'était évident qu'il allait se passer quelque chose de terrible par la suite. Mais Skina, elle n'a reçu aucune aide. Elle avait beau demander, eh bien il restait passif. L'homme qui lui veut du mal se nomme Saad Amir Butt, mais il est également présenté sous le nom de Saad Akhtar Mir parfois. Pour plus de compréhension de notre récit, je vais rester sur le premier nom que je vous ai donné. Saad Amir, l'homme qui s'en est pris à Mayra, mi-avril, est interpellé le 12 mai. L'homme de 29 ans assure ne pas être responsable de la mort de la touriste. Il a comparu devant la police, racontant ce qu'il a fait la nuit du meurtre de Mayra. Saad Amir assure qu'il était chez lui. S'il était ami avec la jeune touriste, leur amitié s'était achevée peu de temps avant sa mort. Maintenant, on revient sur l'accusation d'enlèvement que Mayra avait émise à son encontre. Saad Amir a déclaré qu'il n'a jamais essayé d'enlever son ami et qu'en plus de ça, il y avait une enquête à ce sujet. Il avait même été relâché suite à tout ça. Les enquêteurs sont certains que Saad Amir a commis le meurtre.
Ils ne sont cependant pas certains qu'il a agi seul. De nombreuses zones d'ombre subsistent toujours. Il n'est pas le seul individu d'intérêt dans cette affaire. 2 autres hommes sont recherchés. Les enquêteurs se sont intéressés à plusieurs adresses d'Islamabad, la capitale pakistanaise, et aussi à Lahore sans que de nouvelles arrestations n'interviennent. Le nom de Zahir Jadoun est évoqué. Cet homme de 26 ans aurait loué l'appartement où Mahira a connu la mort. Et ces 2 jeunes gens auraient apparemment entretenu une relation amoureuse. Saad Amir aurait continué d'être insistant auprès de la jeune femme, bien qu'elle était en relation avec Zahir Jadoun et qu'il était au courant. L'hypothèse de la relation avec Zahir Jadoun n'est peut-être pas celle que la police croit. La victime avait fait part du harcèlement qu'elle subissait à son oncle Mohammad Nazir. En fait, la jeune femme était au cœur d'une relation assez complexe. Saad Amir et Zahir Jadoun étaient en rivalité pour demander sa main. Mahira était loin de vouloir tout ça. Elle voulait juste venir en vacances et profiter d'être dans un cadre différent de celui qu'elle avait ces dernières années. Voyant que la jeune femme ne souhaitait pas se marier, les 2 individus s'étaient montrés relativement menaçants. Les 2 hommes sont amis et menacent Mahira de conséquences désastreuses. Ici, on est clairement sur des menaces de mort. Et sérieux, je comprends même pas comment on peut en arriver là. La pauvre, elle était partie au Pakistan pour changer d'air, et là t'as des gens qui veulent la marier. Elle était juste là pour passer un tout petit peu de bon temps, et t'as des gens qui lui cassent la tête à vouloir la marier à tout prix. Je vous promets, les gens parfois sont dérangés, mais laissez-la tranquille. Ah, je vous promets, ça me rend fou. Zahir Jadoun est finalement interpellé par les autorités pakistanaises. Son frère aurait également été arrêté. L'homme issu d'une importante famille pakistanaise est déjà connu par la police. Il est d'ailleurs recherché pour un autre meurtre, intervenu en 2019 dans la ville de Rawalpindi. L'homme a menacé à plusieurs reprises Mahira, obligeant la jeune femme à se rendre à la police pour signaler ce qu'elle vit. Si l'homme refuse d'admettre avoir commis le meurtre, il fait quand même des aveux abominables. Il révèle avoir eu une bagarre avec Mahira le matin du 3 mai, et l'ami de la jeune femme, Ikra, était au courant. La police émet l'hypothèse que Mahira serait rentrée en possession de vidéos compromettantes concernant Zahir Jadoun. Elle l'aurait fait chanter sur un sujet dont on n'a pas connaissance, ce qui aurait poussé l'homme à commettre le meurtre. Et suite à son acte, il aurait pris la fuite en direction d'Islamabad. Mahira avait peut-être filmé l'homme à son insu après avoir subi plusieurs moments de harcèlement. Elle souhaitait peut-être s'en servir pour porter plainte auprès de la police. Son but était simplement d'obtenir la paix, et elle ne savait même pas comment y parvenir. Elle était tellement sous tension, imaginez-vous une seule seconde à sa place. Elle a dû vivre un véritable enfer que je ne souhaite à personne. Une audience intervient concernant Zahir Jadoun vers la fin mai. Il demande une libération sous caution car il est en détention depuis son arrestation 3 mois auparavant. L'homme réitère ses propos, comme quoi il est innocent, bien que les policiers prétendent qu'il a avoué être le meurtrier de Mahira. Le tribunal refuse cette demande. Des manifestations vont intervenir dans le pays suite au décès de Mahira Zulfikar. La jeune femme a été délaissée par les autorités et ça, ce n'était pas normal. Elle était harcelée, elle avait reçu des menaces de mort et eux, ils n'ont pas jugé bon d'agir. Alors autant vous dire que c'était un putain de scandale. Et sérieux, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais comment tu veux croire en la police après tout ça, sérieux? Enfin bref. Les manifestants réclament des réformes de la police, suite à des déclarations publiques faites par le chef de police de Lahore. Le fonctionnaire suggérait que la jeune femme n'aurait pas dû voyager sans la permission de son mari sur cette route. Déjà de une jeune femme n'a pas à demander la permission de son mari pour faire quoi que ce soit. C'est abusé, juste pour un simple déplacement. Un simple déplacement. Et de 2, Mahira n'était pas mariée, donc elle ne doit rien à personne. Et en plus de ça, il a quand même oublié la partie de l'histoire où Mahira Zulfikar s'est fait enlever chez elle sous la menace d'une arme. Enfin bref, tout ce qui se passe est de la pure folie et rien n'est pris au sérieux. En avril 2021, le Premier ministre Imran Khan avait eu des propos tout aussi incriminants à l'égard des femmes. Il a fait la déclaration suivante. Tout ce concept de purda, dissimulation ou ségrégation est d'éviter la tentation. Tout le monde n'a pas la volonté de l'éviter. L'opinion publique a été choquée par ces propos, suggérant que les femmes devaient faire attention à leur manière de s'habiller. Rappelons que le père de Mahira appelait à l'aide ce même homme dans les semaines suivant la mort de sa fille. Le même Premier ministre qui blâme lui-même les femmes pour des violences qu'elles peuvent subir. La famille de Mahira a été très déçue de l'enquête de police, bien que les autorités assurent être sur la bonne voie. Mohammad Zulfikar souhaite que l'équipe qui s'occupe du dossier de sa fille soit changée.
Il fait même appel à la militante pakistanaise Malala Yousafzai pour lui venir en aide. La jeune femme a obtenu le prix Nobel de la paix en 2014, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Une page GoFundMe a été ouverte par les proches de la victime. Les dons réalisés au nom de Mayra seront reversés à une œuvre caritative. La jeune femme de son vivant voulait faire le bien dans sa vie, aider les gens, rendre le monde meilleur. Donc c'était une bonne manière de lui rendre hommage. La jeune femme rêvait aussi d'ouvrir son propre cabinet d'avocat. Elle qui était venue au Pakistan pour célébrer un merveilleux événement, elle a vécu le pire les mois qui ont suivi. Pour ce qui est des peines de prison des suspects, je n'ai pas pu en savoir plus malheureusement. Les articles de presse que j'ai consultés sont pour la plupart datés de mai 2021, donc dans les jours suivant le décès de Mayra Zulfikar. Je ne saurais pas vous dire si l'enquête est toujours en cours. J'espère en tout cas que la jeune femme a pu obtenir justice, comme le réclament ses proches. Merci à tous de m'avoir regardé, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'attends vos avis concernant ces deux affaires dans les commentaires, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Mogota TV pour passer de bons moments. Parce qu'après les deux affaires qu'on vient de voir, je pense qu'on a besoin de décompresser. Enfin bon mes amis, n'hésitez pas à venir sur Mogota TV, histoire de soutenir la chaîne et de passer de bons moments, histoire de décompresser. Je vous le dis, ça nous fera que du bien après tout ce qu'on vient de voir. En tout cas la famille, prenez bien soin de vous et vos proches et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.